Coucou les addicts, c'est Aurélie, heureuse de vous retrouver pour ce deuxième décryptage de la saison 6. Nous sommes ensemble ce vendredi 18 mars pour le chat en direct. Donc si vous nous rejoignez ce vendredi et que vous souhaitez être calé en même temps que tout le monde sur le chat, je vous conseille, si vous n'êtes pas arrivé à l'heure de la mise en ligne du décryptage, d'avancer votre barre de suivi de la vidéo jusque tout à fait à droite. Comme ça, on est tous en même temps. Et lorsque vous intervenez sur le chat, on se parle bien tous de la même chose et du même moment du décryptage. Voilà, ça c'était une parenthèse. Ça concerne le chat en direct. Bien sûr, si vous reprenez ça en replay quelques jours plus tard ou quelques semaines ou quelques mois plus tard, aucun problème. On peut dérouler le fil. Donc nous sommes ensemble pour discuter de cet épisode 2, ce magnifique épisode 2. Donc je vais évoquer tous les détails comme j'en ai l'habitude, des généralités, impressions générales, mon top, mon flop de l'épisode, quelques focus sur des thématiques identifiées, mais ça va me permettre en fait de balayer globalement tout l'épisode. Et ce qui n'aura pas été évoqué ou s'il y a des détails sur lesquels je ne me suis pas arrêtée, juste après ce décryptage, en direct, on a un live. Donc je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Il y a une petite temporisation de quelques minutes, le temps que je mette tout en place, mais ça permettra de compléter tout ce qui n'aura pas été dit ou évoquer des avis différents du mien, car bien sûr là j'exprime mes ressentis, mais évidemment que tout le monde n'a pas les mêmes. Allez, on y va, c'est parti. Et tout d'abord, quelques généralités sur cet épisode. La réalisatrice, c'est Kate Cheeseman, c'est exactement la même que pour l'épisode 1. Vous le savez peut-être, mais sur Outlander, en fait, les réalisateurs souvent sont chargés de 2 épisodes qui fonctionnent par bloc. Donc Kate Cheeseman, j'en ai parlé lors du précédent décryptage, elle est surtout connue pour avoir dirigé des épisodes de la série Call the Midwife, donc une série sur les sages-femmes. Et là, pour le coup, voilà, ce qu'elle a dit, ce que j'ai lu dans la presse, c'est que elle a été en charge d'un nouvel accouchement, comme si elle n'en avait pas déjà fait assez dans sa série. Elle n'était pas forcément ravie de ça et elle dit en rigolant que si d'autres productions de séries ou de films l'appellent et qu'il y a une scène d'accouchement, elle dira non direct. Mais c'était une boutade. Les scénaristes, donc c'est Steve Kornacki et puis Alison, attendez voir, je l'ai noté là, Alison Evans. Voilà, pardon. Et donc, ce duo de scénaristes ont déjà travaillé ensemble sur un épisode de la saison 5. C'était Adoration perpétuelle. Un épisode qui questionnait déjà la notion de destin, de voyage dans le temps et les allégeances, ou en tout cas, les allégeances plutôt à des personnes. Et dans cet épisode aussi, on a le thème du poids de la connaissance du futur. Le titre de l'épisode en français, c'est Allégeance. C'est la traduction littérale du titre anglais. Enfin. Et je me suis dit que c'était intéressant de regarder exactement dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, allégeance. Et donc, c'est la définition du petit Robert. Il y a 2 entrées, en fait, dans le dictionnaire. La première définition, c'est qu'une allégeance, c'est une obligation de fidélité ou d'obéissance envers une nation. Donc voilà. Et la deuxième entrée, la deuxième définition, c'est soumission fidèle ou manifestation de soutien envers quelqu'un ou envers un groupe. Dans l'épisode, clairement, on observe l'allégeance envers la nation. Donc ça, c'est le petit 1 de la définition. C'est Jaime qui se pose, qui questionne son allégeance à la couronne. Et puis également, comment les Cherokees questionnent cette allégeance, puisque à un moment donné, lorsqu'il est question des armes, au tout début de l'épisode, les Cherokees disent qu'ils se sont déjà battus aux côtés des Anglais et qu'ils pourraient encore le faire. Pour l'instant, leur allégeance va aux Anglais. Et puis sinon, le point numéro 2 de la définition, c'est surtout ça qu'on retrouve en fait dans l'épisode. Yann, lui, il a une allégeance envers Jaime. Il le dit, je te suis mon oncle, je te fais confiance, mais on sent aussi qu'il est partagé, qu'il a une allégeance vis-à-vis du groupe, des Indiens.
des Mohawks, des Cherokees. Jamie a une allégeance envers Claire, et ça c'est dans la scène très rigolote avec les Indiennes dans la tente. Et Jamie, à la fin, dit qu'il a une allégeance envers Ian, envers sa famille. Malva, on peut se dire qu'elle a une espèce d'allégeance envers son père, même si c'est un peu remis en question. Et justement, en fait, tout le jeu de l'épisode, c'est que les allégeances sont remises en question, et c'est ça qui crée l'aspect dramatique, en fait. Et puis cette maison des assemblées que veut Jamie, à la place d'une église, elle se veut maison de toutes les allégeances. Donc voilà, la question de ce titre semble quand même inonder tout l'épisode de diverses manières. Et je le disais, tous les personnages sont amenés à questionner ce que cela signifie d'être fidèle à ceux qu'ils aiment, ou d'être dévoué à un système, ou d'être loyaux à une nation. Et de la même manière, quasi tous les personnages sont confrontés dans l'épisode à une sorte de traumatisme, plus ou moins fort bien sûr, ou en tout cas à des situations difficiles. On a Claire, bien sûr, dont le fil du trauma avec son automédication avec l'éther est toujours tiré dans l'épisode. Jamie, je le disais, entre deux feux, entre plusieurs allégeances. Ian, j'en ai dit quelques mots, mais là je développerai. Marsali, qui vit des moments pas faciles dans l'épisode. Fergus également, dont les jalons qui ont été posés dans l'épisode 1 se poursuivent. Et même Brianna, je dirais, qui est là dans cet épisode avec sa modernité de femme des années 60, mais dans un monde qui n'est pas moderne. Donc, elle est confrontée à cela également. Je disais, c'est un épisode qui continue à poser des fondations solides entre les membres de la famille. D'ailleurs, je trouve ça assez plaisant parce qu'on passe quasiment tout l'épisode au Ridge, si on met de côté le passage dans la tribu Cherokee au début de l'épisode. Et on sent que toute la famille est installée, qu'elle est établie. On voit les maisons des uns et des autres. D'ailleurs, la grande maison, on commence à avoir une idée un peu de la circulation dans cette maison, notamment lors de l'arrivée de Jamie au début d'épisode. Et Matt Roberts, là, dans le podcast que j'ai écouté au sujet de l'épisode, disait qu'il aimerait bien qu'il y ait un plan de la maison qui soit fait, en fait, pour qu'on s'y repère. Mais je crois qu'on avait déjà un petit peu une idée de ce plan. Et je retrouverai parce que je pense l'avoir posté sur mon site internet. Et si c'est le cas, je vous mettrai le lien. Et donc, oui, je disais, on sent que la famille est établie et c'est vraiment la première fois qu'on a ce sentiment aussi j'ai le mot en anglais qui me vient. Enfin, ils sont installés. Et d'ailleurs, on a Roger qui parle à Fergus comme à un frère. On a Claire qui parle de Marsali comme sa fille. On a tous ces liens très forts de famille qui sont vraiment visibles. Et d'ailleurs, on a la présence aussi beaucoup plus visible que par le passé des enfants. On a Germain qui a même quelques mots dans la scène des obsèques. On voit Jamie. Alors lui, il est silencieux, mais il est là. Il y a aussi les petites de Marsali et Fergus, les sœurs de Germain. Et puis on voit aussi Aiden, le fils McCallum. Ce sont quelques plans, mais c'est chouette parce que là encore, ça ancre ce sentiment de famille, de grande famille, de famille élargie. Dans les généralités, j'ai envie de vous parler aussi du village Cherokee qu'on voit au tout début d'épisode. Et en fait, on arrive dans ce village en même temps que Jamie et Ian qui sont à cheval. Et puis, on a un drone qui arrive là en glissant vers ce village et on en voit de plus en plus les détails. C'est beau. On a une vraie impression de vie. Et puis, on retrouve bien sûr toujours ce soin particulier apporté à tous les détails. Vraiment, on s'y croirait. Dans les anecdotes livrées par la production que vous retrouverez sur mon site internet, vous verrez que pour le costume du chef indien, Oiseau qui chante le matin, je crois que c'est comme ça que c'est traduit en français, ils ont mis 43 heures pour confectionner son costume, ainsi que son sac là, en piquant de porc épic. 43 heures quand même pour un costume. On se dit que s'ils mettent autant de soins pour tous les costumes, oui, on comprend que ce soit une énorme production. Et on a aussi, dans les anecdotes de la prod ou des images données, il y a plein
plein d'images et des petites vidéos sur ce qu'ils appellent Christieville. Donc, c'est tout l'endroit où se sont établis la famille Christie et puis les pêcheurs qui sont arrivés avec eux. Et petite anecdote, le village Cherokee a été installé et tout a été filmé au même endroit en Écosse qui avait été utilisé pour l'épisode La Garde, l'épisode 13 de la saison 1. Et donc, alors je ne sais pas si on aura vraiment l'œil ou si on arrivera à identifier des plans identiques, mais notamment ce passage où Jamie est est à cheval avec, comment il s'appelle, Taran McCarry. A priori, c'est exactement dans cette clairière et dans ces endroits. Donc, vos œils affûtés, peut-être, sauront reconnaître. Je ne suis pas allée voir. Ouais, je le disais un peu en intro, mais moi, cet épisode, il m'a fait vraiment chaud au cœur quand je l'ai découvert. Une fois que j'ai eu fini de le voir pour la première fois, j'avais l'impression d'être enveloppée de douceur, de chaleur, cette petite joie au cœur, parce que j'ai eu le sentiment d'avoir vu un excellent épisode d'Outlander, avec beaucoup des ingrédients que j'aime beaucoup. De la tension, mêlée avec des moments de légèreté ou de grande émotion. Beaucoup de relations entre des personnages qui ont été vraiment travaillés et qui ont eu le temps de respirer. Et voilà, et des dialogues servis par une écriture vraiment excellente. Ouais. Si l'écriture est si belle, je pense qu'une des raisons principales et probables, c'est que c'est très très fidèle au livre. Hein. Donc certains dialogues n'ont pas été inventés, hein. Ils ont été directement pris et empruntés à Diana Gabaldon. Donc voilà, ouais. L'impression d'un petit bonbon tout doux dont le goût sucré se prolonge dans la bouche encore longtemps après. Et par rapport à la fidélité des romans, je voulais relever ce petit clin d'œil, c'est que même la relation, on va dire, conflictuelle entre le Major MacDonald et Atso, le chat, a été intégrée. Alors ça a été fait de manière intelligente, hein, avec notamment, je trouve, cette sublime title card, hein, cette carte de titre, ce qu'on voit au tout début d'épisode. Ça dure 17 secondes. C'est un plan super bien filmé, une belle lumière, une mise en scène parfaite. D'ailleurs, Pitchmani Violaine en a fait une illustration et ça rend bien honneur à ce qu'est ce court passage que j'aime beaucoup. C'est un vrai clin d'œil, ça, pour les lecteurs. Et puis, bien sûr, comme il est impossible de faire jouer un chat, on ne peut pas retrouver exactement les mêmes scènes que dans le livre, mais ça a été bien retranscrit avec cette crise d'éternuement, l'allergie du Major MacDonald. Enfin, voilà, je trouve que c'est super sympa de nous montrer ça. Et puis, je vais finir mes généralités en vous disant que moi, j'ai identifié des moments de réalisation absolument époustouflants, enfin, moi, qui m'ont plu. J'en ai deux. Le premier, c'est l'arrivée à cheval de Jamie dans l'écurie. D'ailleurs, ça, c'est un plan qui a été repris pour le générique, hein, parce que la façon dont c'est filmé, la lumière de cette scène, les décors, c'est vraiment chevaleresque, hein, sans mauvais jeu de mots. Enfin, voilà, Jamie qui arrive sur son cheval blanc, c'est juste magnifique. Et deuxième réalisation excellent, et là qui nous met des petits frissons, donc c'est Claire lorsqu'elle revient à la grande maison, et elle revient de chez Marsali, hein, donc Marsali vient de lui rappeler à son souvenir vivace les Brown. Donc Claire, bien sûr, est très en état elle n'est pas bien. Elle rentre à l'infirmerie, elle ferme la porte et elle voit le reflet, elle entend Lionel Brown et elle voit comme un fantôme derrière la porte vitrée. Et bon, c'est son propre reflet, bien sûr, mais voilà, c'est une belle illustration de son traumatisme et de la peur panique qu'elle éprouve à ce moment-là. Ça, ouais, on comprend pourquoi elle agit ainsi après. Hein. Enfin, vraiment, elle peut pas supprimer ça. Hein. C'est plus fort qu'elle. Et donc voilà pour mes impressions générales. On passe à mon top et à mon flop. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vous parle d'abord de mon top ou de mon flop ? Allez, non, je commence par mon top. Alors, mon top, c'est la scène intime entre Fergus et Marsali.
Et très, très sincèrement, je ne sais pas comment vous vous positionnez, vous, par rapport à cette scène, mais pour moi, c'est une des scènes les plus intimes que la série nous ait montrées. J'ai dit intime, hein. J'ai pas dit une scène de sexe. D'ailleurs, même Claire leur dit à un moment, bon, bah, je vais vous laisser, entre vous, hein, je vais vous laisser votre intimité. Enfin, il y a tout là. César et Lorraine sont magnifiques ensemble. C'est hyper crédible la façon dont ils jouent. Enfin, on y croit vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'être un peu voyeur de cette scène. C'est waouh. Et Matt Roberts, hein, le showrunner, explique qu'il a reçu les acteurs, donc César et Lorraine, tous les deux, en début de saison, pour leur exposer ce que les auteurs avaient prévu. Et en fait, il dit qu'ils ont été partants tout de suite. Hein. Il n'y a eu aucune résistance de leur part. Ils sont allés à fond, ils ont tout donné. Et ouais, dans cette scène, moi, je trouve génial que Fergus exprime à voix haute ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Lui, il sait que ça fonctionne, il sait quoi faire. Il parle vraiment d'expérience et j'aime bien qu'il nous rappelle que voilà, il sait ça de par son vécu au bordel parisien. C'est vrai que nous, notre lecture moderne de tout ça est un peu plus sceptique. Hein. D'ailleurs, c'est Claire qui dit que c'est pas très conventionnel, mais enfin voilà, je sais pas si Internet existait déjà au moment de vos grossesses, mais moi j'ai souvenir que quand j'étais en fin de grossesse, j'étais voir sur Internet pour trouver des conseils pour accélérer l'accouchement. Vous savez, ce moment où on en a marre et on veut vraiment que ça arrive et c'est trop long. Et ça faisait partie des conseils, hein, cette note de avoir un rapport sexuel ou en tout cas du plaisir était très indiqué pour encourager l'accouchement. Alors, c'est une histoire d'hormones, hein, production d'ocytocine, etc. Mais voilà, c'est très, très intime. Et j'aime beaucoup dans cette scène que quand Marsali exprime sa peur de mourir, je pense que toutes les femmes, au moment de l'accouchement, enfin surtout les accouchements des années 1700 et quelques, 1800, enfin, beaucoup moins médicalisés que de nos jours, où beaucoup de femmes mouraient en couche. Évidemment qu'on a peur de mourir et la douceur de Fergus quand il lui répond, et il est là pour elle, il est très enveloppant en fait. C'est très très beau. Et puis évidemment tout ce qui est suggéré ensuite, hein, à travers les murs et dans le regard de Jamie, Bree, Claire et Malva. Ouais, moi je suis fan de tout ce qu'ils ont fait dans cette scène-là. C'est beau, c'est émouvant, c'est du grand Outlander. J'adore. Alors je vous parle de mes flops. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Brianna, qui traverse 200 ans, un océan, qui abandonne le confort de sa vie au XXe siècle pour prévenir ses parents d'un incendie, de l'incendie de leur maison, et qui se dit que c'est une super idée de fabriquer des allumettes. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Brianna, mais je ne suis pas très, très sûre, en fait. Donc, oui, quand on a en tête cette histoire d'incendie et que dans l'épisode 1, on voit Claire manipuler de l'éther près d'une flamme de bougie, alors même si des explications ont été fournies par la réalisatrice, les auteurs, etc., enfin bref, je ne vais pas revenir dessus, ça concerne l'épisode 1. Là, on a les allumettes. Punaise, on se dit qu'il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour que justement l'incendie se produise. Je ferme la parenthèse, et parce que pour cet épisode, j'ai un deuxième mini-flop. C'est une petite incompréhension. Jamie veut des détails et des informations sur l'histoire avec un grand H et sur le devenir des Indiens. Et bien sûr, il questionne Claire. Donc, ça a toujours été elle qui l'a questionné sur le futur. Mais là, depuis quand même quelques mois, voire même années, oui, années même, puisque Jamie, petit Jamie, il a bien 3 ans, 4 ans peut-être. Je comprends pas qu'il pose pas plutôt la question à Brianna, qui, elle, est américaine, voilà, née en Amérique, qui a étudié en Amérique, qui a bien sûr eu des cours d'histoire de l'Amérique. Et je comprends encore moins qu'il n'ait pas l'idée de demander à Roger, notre Roger qui est quand même un prof d'histoire. Donc bon, bref, là, voilà, moi, il y a un truc là, ça me... Mais c'est un clin d'œil, bien sûr. C'est pas très, très grave.
Alors, j'ai plusieurs thèmes là pour mes focus et j'ai envie de commencer par un focus sur tous les moments, j'ai mis entre guillemets légers de l'épisode et il y en a beaucoup qui ont été glissés subtilement et entremêlés de manière très adroite dans les fils de l'histoire et des intrigues en fait de l'épisode. Je les prends, je crois, dans l'ordre chronologique. Et donc, le premier, bien sûr, c'est cette scène hilarante entre Jamie et les Indiennes qui viennent le trouver dans sa couche sous la tente. C'est un moment qui était attendu ou espéré, en tout cas, par les lecteurs, car c'est vraiment une scène qui est aussi très drôle dans le roman. Et ça a été subtilement mis en image. La production, les auteurs ont dit qu'il était assez difficile d'orchestrer une telle scène en ayant le point de vue du blanc, en fait, vous voyez, sans être raciste ou condescendant, etc. Enfin, surtout en étant blanc américain. Et donc, il nous rappelle qu'ils emploient un consultant cherokee ou indien, en tout cas depuis la saison 4 déjà, et à chaque fois qu'ils ont des besoins d'illustrer des scènes avec ces tribus. Et donc, on retrouve cette idée qu'une femme cherokee peut choisir son homme. Et on a ça d'ailleurs, pour les lecteurs, vous l'avez sans doute en tête, avec l'histoire de Yann chez les Mohawks. Ça transpire un peu ça, cette histoire qu'une femme peut faire ses choix en fait. Alors que dans le livre, ce passage de Jamie avec les Indiennes, c'est fait autrement. Les femmes ont été offertes en fait à Jamie par le chef indien. Donc là, on ne se parle pas du tout de ça. Les femmes ne sont pas des cadeaux, elles sont venues de leur propre chef. On a cette idée de libération sexuelle. Et c'est vrai qu'elles arrivent là parce que Jamie, c'est le représentant du roi, c'est un homme puissant. Voilà, en plus d'être très beau, d'être bien fait, etc. Il y a cette notion de puissance et que si jamais il donne sa semence à ces femmes, elles auront des enfants comme lui, quoi. Grands, beaux, puissants, enfin, etc. Et cette scène est très drôle car d'habitude, Jamie est toujours très confiant, très sûr de lui. Et là, il est littéralement pétrifié, limite effrayé par ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai qu'au début de la scène, il a pensé que c'était clair. Bien sûr, quand on dort et qu'on ne sait jamais trop bien où on est, en fait. Donc, et justement, du fait de son allégeance, et je reprends le titre de l'épisode, du fait de son allégeance à Claire, il repousse les femmes. Et puis, c'est très, très drôle. La présence de Yann dans cette scène me semble essentielle parce que il y a un spectateur, en fait, à la gêne de Jamie. Et c'est ça qui est drôle, en fait. Et puis Yann, c'est essentiel qu'il soit là aussi parce que nous, on a un interprète. Et franchement, si on avait manqué les remarques finales des Indiennes et conduites, ça aurait été franchement dommage. Ses commentaires sur la taille du membre de Jamie, sur le fait qu'il soit roux. Bref, tout ça, c'est un bon condensé, un bon cocktail de scènes hilarantes et avec une belle performance de Sam et Yuan et puis aussi de John Bell. Une belle parenthèse. Alors, la deuxième scène marrante que j'ai relevée, c'est les obsèques de la vieille Madame Wilson. Tiens, à ce titre, je fais juste une petite parenthèse parce que une anecdote livrée par les producteurs, c'est que vous pouvez constater que dans cette église, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est lié ça au protocole Covid qui avait cours au moment où ils ont tourné. Donc avec le respect d'un nombre minimal d'acteurs dans un lieu presque fermé, mais justement s'il n'y a pas de fenêtre à cette église pour l'instant, c'est justement pour ça, c'est pour permettre une aération. Et puis vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel, c'est pour ça qu'elle est en construction en fait l'église. Du coup ils ont pu laisser des échafaudages, plein de choses qui traînent, du bois. C'est pour occuper les espaces en fait et pour nous faire comprendre que il n'y a pas beaucoup de monde qui peut entrer dans cette église. Donc, je ferme la parenthèse. Dans cette scène, on a la présence mignonne de Germain, l'aîné de Fergus et Marsali, qui tire sur les jupes de sa grand-mère. Et donc, c'est un petit passage qui pouvait être dramatique, mais qui est traité avec humour. Et c'est pareil dans le livre.
on a d'ailleurs l'occasion aussi de découvrir une nouvelle tradition écossaise, ancestrale, cette histoire de mangeur de péché, hein, cet homme. Alors souvent, c'était un homme errant dans les bois. C'est pour ça que l'aspect physique de l'homme en question est peu soigné, hein, puisque c'était une manière pour lui d'avoir un petit peu de sous et puis de manger. Donc voilà. Et la drôlerie ou l'ironie de cette situation, c'est que tout le monde n'a pas l'occasion d'assister à ses propres obsèques, et les remarques de la vieille Wilson sont à mourir de rire, hein. Et ce que j'aime beaucoup dans la scène, en fait, c'est l'attitude admirable de Roger. Il a cette force tranquille. Je trouve qu'il impose un peu son style au fur et à mesure. Imaginez un peu, c'est un peu comme si c'était son premier jour de boulot, hein. Tom Christie lui a demandé de venir célébrer les obsèques. C'est le premier office qu'il est amené à célébrer. Il n'a jamais fait ça. Alors bien sûr, il a déjà vu son père adoptif, hein, le révérend Wakefield, mais quand même. Et donc, c'est son premier jour de boulot, et là, c'est la cata, hein. En fait, rien ne va comme ça, enfin, rien ne se passe comme ça devrait se passer. Et en plus, il fait ça sous l'œil de son boss, Tom Christie. Donc, beaucoup de pression, et en fait, Roger s'en sort plutôt très bien, et encore mieux que ça, hein. Donc, grand coup de chapeau à Richard Rankin, qui parvient à exprimer en très peu de temps le choc, la confusion, de l'humour aussi, et puis de la gravité avec très très peu de paroles. Et ce qui fait que là encore, c'est une scène qui se pose là, mais qui est super réussie. Allez, troisième passage un peu drôle, c'est l'arrivée de Jamie. Donc il revient de chez les Indiens, un petit peu excité, on va dire. Donc j'ai parlé de l'arrivée chevaleresque, hein, avec ses beaux plans à cheval. Et puis, lorsqu'il est dans la maison, là, se jeter de manteau sur les bras de Madame Bug, qui comprend pas trop ce qui se passe. Et il arrivait dans la chambre avec ce petit jeu et cette petite chorégraphie là, avec Claire, qui a bien compris où il voulait en venir. Mais ouais, j'ai trouvé ça amusant aussi. En tout cas, ça met le sourire aux lèvres. Le passage suivant que j'ai relevé, c'est la réaction de Lizzie et Marsali à l'invention de Brianna, hein. Parce que ces deux jeunes femmes ne sont pas du tout impressionnées par ce que vient de faire Brianna. Et en fait, en cela, c'est une réaction assez classique à toute innovation. Enfin, je pense qu'on a tous en tête nos réactions à certaines innovations. On se dit qu'on arrive bien à s'en sortir sans ce truc-là. On s'en est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouais, au final, on va sans doute réussir à s'en passer encore. Et on ne voit pas tout de suite, immédiatement, les apports, hein, de la nouveauté. Une scène, et là, je fais un clin d'œil au lecteur, une scène qui aurait pu prendre un tour tout à fait différent si on avait eu une réaction plus épidermique de Brianna et plus énervée. Et ça aurait pu être le cas, hein, parce que donc on découvre un peu plus tard que Brianna et Roger essayent d'avoir un deuxième enfant. Alors, on ne sait pas trop depuis quand, mais en tout cas, voilà. Et ouais, enfin, je sais pas si vous l'avez vécu ou si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont un peu de difficulté à avoir un enfant. Quand on nous parle de ça ou qu'on nous fait une petite vanne ou une petite pique, on le prend pas forcément très bien. Donc, dans le livre, d'ailleurs, Brianna, elle s'énerve, alors pas à cause de ce que je viens d'évoquer, mais plus sur la condition de la femme et le fait que une femme n'est bonne qu'à procréer, faire des enfants, etc. Non, là, elle reste plutôt très zen. Elle est quand même soutenue par Claire, par Jamie aussi, qui rattrape bien le coup. Parce que tout de même, c'est un petit miracle qu'elle vient d'accomplir, et c'est vrai qu'elle s'est pas perçue à sa juste valeur. Donc, ouais, c'est les phrases de Lizzie et Marsali qui font que cette scène est drôle. Autre moment drôle, très très court, mais c'est le départ de Brianna et Jamie lorsque Fergus et Marsali sont ensemble, et bon voilà, il se passe des choses, hein, de l'autre côté de la cloison. On entend les bruits, et ouais, Brianna et Jamie sont très très gênés, donc ils trouvent un prétexte vraiment très très drôle pour s'éclipser. Les mimiques des acteurs sont fandards, et ouais, j'aime bien. Autre passage amusant,
On est toujours dans l'ordre chronologique. Combien il m'en reste? Un dernier, c'est le dernier. C'est Lizzie qui flirte un peu avec Casey. Là aussi, c'est très court, hein, mais 2 lignes de dialogue bien écrites et bien interprétées par Caitlin. Et voilà, ça fait un petit truc un peu... on aime bien, quoi. Et je relève le petit mot de Monsieur Bug, hein, qui met le petit point final à la drôlerie, ou en tout cas, oui, c'est une scène légère, quoi. Voilà ce que je veux dire. Monsieur Bug dit à Casey en anglais. Alors, je ne vais pas vous le lire en anglais parce que mon accent est très mauvais, mais j'espère que tu n'es pas celui qui parle beaucoup, sous-entendu. Ça fait mention aux différences entre Josiah et Keziah, puisque si vous vous souvenez, dans la saison 5, Casey, il était plutôt muet, en fait. Hein, en tout cas, jusqu'à ce que Claire réussisse à l'opérer des oreilles. Donc, on a sans doute qu'il parle plus. Mais voilà, Monsieur Bug faisait référence à leur gémellité et au fait qu'il y en a un des deux qui quand même parle plus que l'autre. Hein. Et je trouve que c'est pas bien ressorti dans la traduction, dans la version française. Mais voilà, c'était une parenthèse. Voilà pour les moments légers et on passe maintenant aux choses un peu plus lourdes. J'ai d'abord envie de vous parler de Malva, puisque je le disais dans mon décryptage précédent, on n'avait pas vraiment perçu qui elle était. Et là, c'est vrai que dans l'épisode, on la voit plus. Et j'ai envie de parler de Malva et de sa volonté d'émancipation. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. On sent le poids de l'éducation qui est imposée par Tom à ses enfants. Il y a une espèce de mise sous cloche avec des valeurs morales très fortes et dictées par les croyances de Tom Christie. Et à travers les discussions et les questions que pose Malva, on sent, on sent ce qui lui a été inculqué par son père, et notamment au niveau de la place de la femme. Et là, Malva, elle voit que Brianna et Claire, surtout, sont quand même différentes. Et on sent une volonté de faire un pas de côté par rapport à son éducation, et en tout cas une vraie curiosité, une envie d'en savoir plus. Et ce qu'on observe là, c'est que Claire la prend sous son aile, elle lui explique, elle lui montre, et elle lui ouvre sans doute d'autres perspectives et d'autres lectures de la société. Et ça, on le voit dans la première scène où on les voit ensemble. Donc c'est la scène où Claire soigne la main de Tom, où elle lui retire les fils de suture, je crois que c'est ça. Et Malva, elle observe que Claire tient tête à Tom Christie, à son père. Et puis on a aussi cette discussion qu'elle a avec Claire sur les relations sexuelles. Malva a sans doute toujours entendu son père, son frère dire que la femme devait être soumise à l'homme et que c'était un devoir. Enfin, je sais pas trop ce qui lui a été raconté, mais on voit bien tout le poids de la religion là-dedans, en fait. Et Claire, elle est en train de lui dire qu'en fait, on peut prendre du plaisir. Et ça, c'est sans doute tout à fait nouveau pour elle. Et donc, on sent cette volonté d'apprendre de Malva auprès de Claire. Mais jusqu'où va-t-elle être prête à aller pour apprendre et pour devenir, pas l'égal de Claire, mais un peu, vous voyez. Et je voudrais relever le regard de Malva lorsque son père n'arrive pas à la punir avec la ceinture, et c'est diabolique. C'est excellent. Enfin, rien que pour ça, c'est waouh, ça fait frissonner. Et d'ailleurs, c'est Matt Roberts qui dit que quand il a vu ça dans la boîte, qu'il a vu les rushs, et il s'est dit ouais, non mais c'est bon, on s'est pas trompé. Malva, c'est elle, quoi. Et je suis assez d'accord. Et ce que je voulais dire également sur ce focus sur Malva, c'est que Alan, son frère, agit avec Malva un peu comme Tom. Il veut la mettre un peu à l'écart et la garder sous cloche aussi. Et Alan, néanmoins, lui aussi, il est témoin de scènes où Tom Christie se fait rabaisser par Jamie. Alors, il regarde toujours ça d'un œil un peu en dessous. Enfin, on voit bien qu'il est observateur et il désapprouve. Enfin, est-ce que tout cela n'est pas en train d'attiser une espèce de haine qu'il partagerait du coup avec son père vis-à-vis de Jamie, des Fraser? On sent que lui, il est plus
comme son père que ne l'est Malva. Et je terminerai ce petit focus en parlant aussi là, du casting d'Alan Christie. Donc, c'est Alexander Vlahos. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans le dernier décryptage. Mais donc, il a été casté là, sur impulsion de Matt Roberts, justement, qui lui regardait Versailles. Très, très belle série. Hein. Enfin, moi, je suis tombée amoureuse de Alexander Vlahos dans cette série-là. Vraiment, il crève l'écran. Hein. Beaucoup. C'est pas vraiment le rôle principal, puisque le rôle principal dans Versailles, c'est Louis XIV, et donc c'est l'acteur qui interprète Louis XIV. Mais à chaque scène où Alex Vlahos est présent, donc dans le rôle du dauphin, du roi, hein, de Philippe, en fait. Il crève l'écran, enfin, c'est lui qui emporte tout. Hein. Et donc voilà, Matt Roberts a vu regarder Versailles pendant qu'il était en Écosse sur le tournage, alors je ne sais plus si c'est saison 3 ou 4, et il s'est tout de suite dit qu'il voulait Alex Vlahos dans Outlander à un moment donné. Et donc voilà, quand il a fallu caster Alan, c'est lui qui a proposé cet acteur. Et ouais, moi je m'en réjouis, j'adore. Et donc, on reste avec les Christie, et j'ai envie de vous parler de Tom Christie et de son ordre moral. Comme il l'avait annoncé à Roger dans l'épisode 1, il a mené à bien son projet de bâtir une église, avant même d'avoir construit sa propre maison. Hein, on voit que leur maison, elle est ultra dépouillée. Hein, c'est de la terre par terre. Enfin, non, c'est pas de la terre, mais ouais, c'est pas fini, quoi. Hein, et puis, ça fait très... ça fait pas construit, clairement. Et Tom, il a un petit cheminement au cours de l'épisode sur le sujet de son opération, hein, de sa main droite il souffre de la maladie du Pritren, hein, donc c'est cette rétraction progressive des doigts. Et donc là, on voit que c'est carrément 3 doigts, hein, qui sont déjà bien, bien rétractés. Et donc, quand Claire lui en parle, déjà lors du précédent épisode, on voit qu'il n'est pas très chaud. Et là, en début de l'épisode, elle lui en reparle. Et c'est un refus total au nom de Dieu m'a fait comme ça. Hein. Donc, voilà, si Dieu a décidé que je devais avoir la maladie du Pritren, soit je l'accepte. Mais son incapacité à saisir la ceinture, hein, pour corriger Malva le fait changer d'avis. Mais par contre, la raison qu'il invoque auprès de Claire, c'est toujours au nom de Dieu. Hein. Finalement, Claire a peut-être été mise sur son chemin par Dieu pour qu'elle l'opère. Donc, c'est cette force, hein, des gens très pieux de toujours tout ramener à Dieu, et les décisions... ouais, c'est dingue. Et Tom Christie, là, en est l'illustration parfaite. Hein. Et ce qu'on voit, c'est que les deux Fraser sont des forces d'opposition pour lui. Claire ne reste pas à sa place de femme, comme lui l'entend en fait. Hein. Elle ne se tait pas et elle ose lui tenir tête, intelligemment d'ailleurs, hein, en opposant des arguments tout à fait sensés. Et en fait, ça c'est clair, elle l'a toujours fait comme ça, et avec tous les hommes qu'elle a croisés sur son chemin, et avec les conséquences qu'on connaît. Donc là, bon, moi je me questionne, hein, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence qu'elle lui tienne tête ? Déjà, le fait qu'il la voit comme une sorcière, donc ça n'a jamais été bon non plus pour Claire lorsqu'elle s'est fait traiter de sorcière par le passé. Et sorcière, pourquoi ? Parce qu'il y a cet aspect un peu magique, je ne sais pas si c'est magique, mais voilà, une femme qui fait des remèdes, qui est capable de soigner avec des méthodes traditionnelles. Tout ça, à l'époque, ça pouvait être assimilé à de la sorcellerie. Et surtout, certainement, ce qui dérange Tom quelque part, c'est qu'une personne qui a un pouvoir de guérison a aussi un certain pouvoir sur une communauté. Et pour Tom, les femmes ne sont pas censées avoir le pouvoir. Et je trouve ça drôle, du coup, à la fin, lorsqu'on a cette image de Claire qui est en train de balayer son Porsche avec ce balai qui ressemble à un balai de sorcière. Moi, j'y vois comme un clin d'œil. Je ne sais pas si ça vous a fait ça à vous aussi, mais... Moi, j'ai directement pensé à ça quand j'ai vu ces images arriver sur mon écran. Et puis justement, c'est à ce moment que Tom revient pour dire à Claire, bon d'accord, ok, je veux bien que vous m'opériez. Il pensait sans doute que Claire allait pouvoir l'opérer tout de suite, là, maintenant. Mais Claire diffère. Et Tom vit sans doute ça comme un affront supplémentaire, hein, de la part de Claire. Et je disais, les deux Fraser sont une force d'opposition, parce que de la même façon, Jamie...
Donc la seule fois où on les voit ensemble dans l'épisode, c'est à la fin, lorsque Jamie se rend à Christyville. Et il s'impose là en tant que chef de Fraser's Ridge. Enfin voilà, il dit à Tom, ok, t'as bâti ton église, mais ce sera pas une église, ce sera une maison de... Je sais plus comment ils ont traduit ça en français, une maison de réunion, quoi, une maison d'assemblée. Et c'est une nouvelle position où Tom doit, entre guillemets, s'écraser devant Jamie, et en plus sous les yeux de son fils. Et donc là, moi j'imagine, il doit ruminer intérieurement, et je pense que c'est pour ça qu'il passe sa colère sur Malvar dans la scène suivante. Et là, on voit vraiment de quoi Tom est capable. Enfin, ça ne nous était pas un personnage sympathique déjà par l'épisode 1. Là, la correction de Malva, et cette façon qu'il a de crier « Tu as une âme aussi sombre que celle de ta mère ». Quelle noirceur dans ce personnage. Et d'ailleurs, il y a un truc avec cette femme, avec la mère de Malva et d'Alan. Ça fait déjà 2 fois qu'il dit des choses à son sujet. Il parlait d'enfer, là, dans l'épisode 1. Mais il y a quoi avec cette femme? Je pense qu'on en saura plus à un moment donné de la saison 6. Et là, je fais une parenthèse, parce que je me suis rendu compte que dans mon décryptage 1, des fois, je pose des questions comme ça, un peu oratoires. Enfin, je lance je tends des perches. J'essaye de ne pas spoiler, plutôt, les non-lecteurs. Donc, il y a des choses, évidemment, que je sais, parce que j'ai lu les livres plusieurs fois. Mais voilà, je les dis pas. Mais par contre, je lance des indices par rapport à ce qu'on voit dans l'épisode. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, pour conclure sur Tom, on peut dire que c'est un homme pieux, mais qui agit de manière immorale. Et moi, je me demande ce qui se passerait s'il apprenait que Claire était une voyageuse dans le temps. Alors, je ne suis pas sûre que ça arrive, mais imaginez qu'on nous écrive ça dans le scénario. Ce serait pas bon. Voilà pour Tom. Alors, le focus suivant va s'attarder sur les couples. J'ai eu envie de questionner un peu les couples et de me demander si l'amour triomphe toujours. Où en sont les couples de notre série. Et je commence par parler de Claire et Jamie. Et donc, on voit Jamie qui revient de son voyage d'affaires, de son périple chez les Indiens. C'est très sexy, il y a une espèce d'urgence, il a envie de Claire, c'est très brouillon. Alors, il a été titillé un peu par les Indiennes, donc il a besoin de se réassurer. Puis, il y a aussi l'éloignement qui fait que sans doute, il y a une espèce d'urgence. Et il y a un petit clin d'œil là, à l'épisode, au tout premier épisode de la série avec le bruit qui est entendu dans cet épisode par Madame Bug. Et dans l'épisode 1, c'était Madame Bird qui entendait Claire et Frank. Voilà. Et ça, c'est une occasion de détourner la caméra de ce qui est en train de se jouer dans la chambre. Et puis, on y revient après et on les retrouve au sol, tout habillés. Jamie n'est même pas décoiffé. Il n'y a même pas un petit morceau de cheveux là, qui est sorti de son attache. Donc ça, pour moi, c'est une petite faute. C'est un peu brouillon. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours tout nous montrer. Et là, moi, j'ai aucun souci avec ça. Ce qu'on observe, en revanche, c'est beaucoup de gestes tendres, des baisers, une grande douceur, une grande complicité. Il y a de l'amour entre eux. Ça, c'est indéniable. Et il n'y a pas que de l'amour, il y a tellement d'autres choses. Et c'est un couple qui se parle toujours des sujets graves. Claire parle des difficultés de l'accouchement de Marsalit, de ses inquiétudes. Elle parle de Fergus, de l'état dans lequel il est. Voilà, Jamie donne son point de vue à ce sujet. Jamie parle des Indiens, de ses loyautés divisées, de toutes les questions qu'il se pose et de ses dilemmes, en fait. À la fin de l'épisode, il parle de Yann, de ce qu'il a appris à son sujet. Donc, il y a beaucoup de scènes en duo entre ces deux-là. Mais alors, en revanche, pas un mot sur le sujet, Claire et son traumatisme. Et ce qui fait que quand on les voit ensemble à l'écran, en fait, on a l'impression que tout va bien.
je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais on se dit, ouais, tout va bien, en tout cas dans le couple. Claire ne va pas bien, mais le couple va bien. Et ce qui me dérange un peu, c'est que Claire n'en parle pas à Jamie. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait aussi toute cette polémique avec son automédication. Le deuxième couple dont je veux vous parler, c'est Roger et Brianna. Et donc là, c'est vraiment le couple serein, là, cette saison. Relation apaisée, beaucoup d'humour entre eux, de la compréhension, de l'amour, de la fierté. Roger est très fier de Brianna, il l'encourage, il la soutient, il la réconforte. Il est vraiment très entourant avec elle. Voilà, c'est beau. Enfin, les gestes qu'ils ont l'un envers l'autre dans cet épisode sont très doux, très tendres. Franchement, ça nous change un peu de ce qu'on a pu connaître par les saisons passées. On apprend 2 choses à leur sujet. C'est qu'ils ont choisi de rester. Donc ça, on l'avait un peu compris à la fin de la saison 5. Mais voilà, ça a l'air d'être un choix. Ils vont pas essayer de repartir. Et on sait aussi qu'ils veulent un deuxième enfant. Et à côté de ça, chacun essaye de se réaliser de son côté. Donc Brianna, c'est une ingénieure. Et donc, même si elle est inquiète de comment ces inventions pourraient être perçues, et ça, c'est ce qu'on voit, la remarque qu'elle fait à Claire à table au sujet de quoi, t'es traitée de sorcière, mais ça te fait rien, ça te fait pas peur, etc. Mais elle y va, voilà, elle fait ses allumettes. Et elle fera peut-être d'autres choses, on attend. Et puis Roger, lui, il est sur aider les autres, la religion. Ouais, chacun essaye de trouver sa place. C'est pas encore très très clair pour moi, pour Roger. Ils se cherchent encore un peu, tous les deux. Chacun de leur côté, je veux dire. Et le dernier couple dont je vais parler, c'est Fergus et Marsali, bien sûr. Entre eux, évidemment qu'il y a de l'amour, c'est certain. C'est ce qu'on voit dans la scène de l'accouchement et cette scène intime dont j'ai parlé dans mon top. C'est indéniable, l'amour entre eux. Mais Fergus va tellement mal que Marsali, là, elle gère plus trop. Il y a aussi beaucoup de conflits dans ce couple. Ce qu'on apprend, c'est que Fergus n'est pas violent avec Marsali, alors que ça avait été suggéré dans l'épisode 1. C'est elle qui s'est emportée. Elle dit qu'elle l'a poursuivi avec un battoir, donc c'est une espèce de pelle là, pour battre le linge. Et c'est un peu ce qu'elle dit, qu'elle a le caractère, le fichu caractère qu'elle a hérité de sa mère. Et Marsali est tellement adorable qu'on a tendance à oublier qu'elle est la fille de Lyrie. Et voilà, ouais. Et en fait, ce qui se trame, c'est que Fergus est envahie par la honte. Et Marsali est vraiment toute désolée de ça. Et là, il y a une belle performance de Lauren Line qui parvient à exprimer la tristesse mêlée à la frustration de Marsali et tout ça, ouais, un mélange de colère et de chagrin vis-à-vis de Fergus. Il n'y est pour rien. Bien sûr que je lui ai déjà dit ça 100 fois, le pauvre fou. Mais on comprend aussi la situation de Fergus. Lui, à un moment donné, quand on va mal, on raisonne plus et on peut pas entendre les arguments des autres. Tout pertinent que soient les arguments d'ailleurs. Et la découverte du bébé est un nouveau choc pour Fergus. Il dit en français, là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut regarder en VO, parce que César parle français de temps en temps, et il dit mon amour à Marsali, et il dit de ce bébé, quand il le voit, il est nain. Et donc, très très bon jeu aussi là, de César, et très belle direction de caméra. On voit pas le bébé, on voit tout est focus sur le visage de César, et il n'arrête pas de dire bonjour, bonjour monsieur, bonjour petit, enfin je sais plus comment il dit, mais et d'un coup on voit qu'il se décompose et hop, il est face caméra. Ouais, c'est très très bon ça, c'est vraiment très très bon. Et donc Fergus là, il n'accepte pas, il tend le bébé à Claire et il disparaît. Et un peu plus tard, quand Yann est dans la maison de Marsali, Fergus n'est pas là. Et donc voilà, je reviens sur cette scène de découverte du bébé, avec Malva, Claire, Marsali, Fergus, tous les jeux là des acteurs et tout ce qui se dit, c'est vraiment bien écrit, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Ça en fait une scène avec beaucoup de sensibilité et pourtant très peu de dialogue.
Donc, coup de chapeau aux auteurs qui ne se détournent jamais des sujets sensibles. Et celui-là, Dieu sait que c'en est un. Si vous vous souvenez, si vous avez regardé le chat que j'avais fait avec Sylvaine, on se demandait si ça allait être gardé tel que, cette intrigue autour de Henri Christian atteint de nanisme. Et d'ailleurs, c'est avec Marsali et son regard souriant qu'on découvre ce bébé. Et comme toutes les mamans, pour Marsali, son bébé, il est juste parfait. Et donc, en fait, on voit le sourire de Marsali avant de voir le bébé. Donc, on se dit, bah, c'est rassurant, il n'est pas affreux. Enfin, et puis on découvre les images du bébé. Un très, très mignon petit bébé. Ça a été transformé par image de synthèse, le fait qu'il y ait un front plus haut, enfin, ces petits indices de nanisme, c'est traité par ordinateur. Voilà, mais bon, ce bébé, ça laisse augurer de moments encore pas faciles pour Fergus, qui on l'a compris, là, n'accepte pas, n'accepte pas du tout. Et pour mon dernier thème, je vais m'attarder sur les personnages qui, selon moi, se révèlent dans l'épisode. Donc, d'une part, j'ai Roger et d'autre part, Yann. Et je commence par vous parler de Roger, même si j'en ai déjà un petit peu parlé. Et donc, Roger se retrouve pasteur de substitution à la demande de Tom Christie. Alors, si Tom lui a demandé à lui, c'est parce que, sans doute, ils en ont parlé, mais dans le premier épisode, on entend Roger qui dit à Tom que son père était pasteur et que lui-même est presbytérien. Et donc, je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. Et je le disais, Roger, on le trouve gentil, prêt à aider. On le voit avec Brianna. On le voit aussi avec le jeune Aidan McCallum, qui débarque en pleine nuit en disant qu'il s'est perdu. Là, franchement, je me pose des questions quand même sur ce jeune. Comment ça, il s'est perdu? Parce que Christyville, c'est quand même plutôt loin de l'endroit où est la grande maison et où est supposée être la cabane de Roger et Brianna. Ouais, c'est étrange, ce gamin qui débarque comme ça chez Roger. Alors, on sait qu'ils avaient une interaction ensemble dans l'épisode précédent, donc est-ce qu'ils recherchent une figure paternelle? Enfin, voilà, il y a un truc là quand même. Et alors, non, Roger, là où pour moi il s'est vraiment révélé, c'est en face de Fergus. C'était vraiment l'homme de la situation. Enfin, c'est sûr que j'aurais adoré voir Jamie aller trouver Fergus et puis le secouer un peu. Ça aurait été... je sais pas. Enfin, j'imagine cette scène avec Jamie, mais moi, je trouve que la scène avec Roger est juste parfaite. Quel Roger, cet homme moderne qui essaye de dire à Fergus que sa présence auprès de sa femme dans ce moment difficile est bénie des dieux, est hyper importante. Alors on sait que les hommes n'assistaient pas aux accouchements et certainement qu'à l'époque de Roger, années 60-70, c'était pas non plus vraiment le cas. Et en fait, cette scène a été ajoutée au scénario plus tard, très tard en fait. Et quel bonheur qu'elle ait été ajoutée. En fait, à la base, elle n'existait pas et d'un coup, Fergus débarquait à l'infirmerie de Claire et il manquait quelque chose. Moi, je comprends qu'ils aient voulu rajouter quelque chose. Et quelle écriture superbe et quel jeu de Richard dans cette scène-là. Roger me fait l'effet d'une autorité tranquille, en fait, la voix de la raison. Et ça me fait penser à sa discussion avec Yann dans l'épisode 8 de la saison 5. Vous savez, cet épisode où tous les deux, on voit leur trauma, en fait, et où à la fin, c'est Roger qui arrive à avoir des mots hyper sensés et des arguments chocs vis-à-vis de Yann. Et là, j'ai retrouvé le même Roger, en fait. Et ouais, pour moi, il se révèle et j'adore. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. J'espère qu'on en aura encore plus dans cette saison-là. Et donc voilà, ça me fait la transition toute trouvée, puisque le deuxième personnage qui pour moi se révèle dans l'épisode, c'est Yann. On le sait, tourmenté depuis son retour au Ridge. Et là, on le découvre évidemment inquiet pour les Indiens. C'est sa famille. Sa deuxième famille, mais sa famille, et on comprend de plus en plus son attachement
En fait, il n'a jamais expliqué son traumatisme, et pourtant, on peut imaginer que ça fait quoi? Bien 1 an qu'il est revenu. Il n'a jamais donné les raisons de son retour. Et donc là, on découvre qu'il a eu un bébé. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette scène. Dans cette scène, la grande délicatesse de Marsali qui ne cherche pas à en savoir plus. Et ça contraste vraiment beaucoup justement à cette scène dans l'épisode où Yann revient et où ils sont tous à table. Et je ne sais pas si vous avez cette image, Yann est entre Marsali et Fergus et le couple est très, très, très enjoué, veut tout savoir et raconte-nous tout du début à la fin. Et Yann dit le début, vous connaissez, et la fin, c'est maintenant. Voilà. Et là, non, Marsali, elle reste sur sa réserve et elle comprend que Yann est sur une fêlure et qu'il ne faut pas qu'elle creuse, quoi. Et Yann, dans l'épisode, on découvre encore un peu plus sa relation avec Jamie. Il y a beaucoup de respect pour son oncle, beaucoup d'admiration, mais là, on voit qu'il est capable d'exprimer son opinion et son opposition, quitte à entrer en conflit. Hein. Donc, on voit un Yann qui s'affirme, même si on sentait rien que dans son changement de look qu'il avait vraiment beaucoup mûri et grandi. On voit dans sa relation avec Jamie aussi de la complicité. La scène avec les Indiennes, ils sont complices, ils peuvent rire ensemble et ils se taquinent. Enfin, c'est très chouette. Et si Yann a été emmené par Jamie auprès des Indiens, c'est parce qu'il peut lui servir d'interprète. D'ailleurs, ça a été le cas avec les Indiennes. Et voilà. Je crois que j'en ai fini pour mes focus. On passe à la conclusion. Du grand épisode d'Outlander, je pense qu'on est très, très nombreux à avoir ce sentiment. En tout cas, moi, je reste encore sur quelque chose qui me fait chaud au cœur. Ça n'avait pas été le cas du premier épisode, même si je l'avais apprécié, mais pas pour les mêmes raisons. Ce qui reste un peu en suspens, c'est les conflits. Pour l'instant, rien n'a explosé. Et bon, on sent qu'il ne faut pas grand-chose, une allumette de Brianna pour que ça explose. Ce qu'on a appris, c'est que, et ça a été verbalisé par Jamie, il a dit qu'il rallierait les rebelles en temps voulu. Donc, il choisira le camp des Américains qui veulent défendre l'idée de l'indépendance en fait, de l'Amérique. Donc ça, c'est établi. Ce qu'on sent aussi, c'est que les Cherokees reviendront. Il y a quand même un petit conflit latent, là. Le fait que Jamie n'ait pas relayé, en tout cas au moment où il a recroisé les Indiens, il n'avait pas relayé leur demande d'armes. Ce qu'on sait aussi, qu'on a vu, c'est que M. Bug va à River Run. Donc là, je pose ça là. On va voir. Parce que rien n'est fait au hasard dans l'épisode. Je parlais d'Aidan McCallum, là, qui est venu trouver Roger. Je veux dire, pourquoi ? La scène, elle ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à poser un truc pour plus tard. Monsieur Bug qui va d'abord à Cross Creek pour livrer et vendre des pots et plein de choses. Et puis ensuite doit passer à River Run. Juste pour prendre des lettres. Donc on verra. J'ai parlé du nanisme d'Henri Christian et de l'impact sur Fergus et puis sur leur relation de couple avec Marsali. Ce qui peut exploser aussi, c'est ce qui se passe entre Tom et Jamie, Tom Christie et Jamie. Pour l'instant, il y a comme une trêve tacite. Et donc, l'épisode se conclut avec Jamie qui a fait le choix d'une allégeance à sa famille, à Yann, et qui a écrit au gouverneur pour relayer la demande d'armes des Indiens. Quelle va être la réaction du gouverneur ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va armer ou pas armer les Indiens ? Si jamais il arme les Indiens, quel va être l'impact de cela sur le comité de sûreté et Richard Brown ? Comment il va prendre cette histoire-là ? Donc voilà, il y a des petites choses, ça sera traité au fur et à mesure, j'imagine, peut-être pas tout, mais voilà ce qui est en cours. J'en ai terminé pour le décryptage.
pour celles et ceux qui le souhaitent et qui sont là ce vendredi 18 mars. On se retrouve tout de suite pour le live. En attendant, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Prenez soin de vous.